Plusieurs mois après l'investiture du président de la République, pas de bureau définitif de l'Assemblée nationale, moins encore au niveau du Sénat. Peut-on dire que les ambitions personnelles des caciques de l'Union sacrée bloqueraient la mise en place des institutions à mandat électif? Sur ce plateau, nous recevons Herman Mboua, rapporteur des AAUNC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foutila et bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs et bonjour aussi à l'ensemble du réseau CPRDC, je crois. CPGRDC. CPGRDC, voilà. Et j'ai vu que c'est sur toutes les plateformes de téléchargement. Très bien. Intéressant et je suis là à votre disposition. Très bien. Alors, première question. Vous êtes rapporteur des AAUNC, plateforme sous la présidence de M. Vital Kamerhe, candidat à la candidature de la présidence de l'Assemblée nationale. D'abord, comment vous avez apprécié les primaires au niveau de l'Union sacrée? Merci beaucoup pour la question. Je crois que les primaires au niveau de l'Union sacrée, c'était un test grandeur nature sur les leaderships du président Kamerhe. C'était reçu d'abord au début comme une provocation, mais après, lorsque le président nous a confirmé que c'était avec beaucoup de sérénité que le président de la République avait accepté la proposition des membres du présidium de l'Union sacrée candidats au poste du président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Nous nous sommes mis directement au travail, nous sommes préparés et je crois qu'aujourd'hui tous les Congolais sont satisfaits et nous en premier, nous qui sommes ces lieutenants, ces disciples, surtout ceux qui croient en sa vision, nous sommes très contents que enfin le président Kamerhe puisse démontrer à la face du monde que il est un démocrate parce que c'est lui qui a été le choix du président de la République au poste du président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, d'autres personnes, notamment le président Bosso et l'honorable Bahati, se sont aussi pointés pour le même poste. Et le président Kamerhe a accepté au nom de la démocratie pour pouvoir compétir avec ses pairs et il a été sorti régaillardi, surtout vainqueur d'une primaire qui pouvait, n'est-ce pas, aussi mal tourner parce que les esprits étaient très chauffés, mais il a calmé tout le monde. Il nous a dit, en démocrate, en homme d'État, il accepte cette proposition, il accepte de compétir. Et aujourd'hui, il est le candidat unique de la majorité au poste du président de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui a expliqué ce revirement de la situation quand on sait que lors de la plénière inaugurale de cette législature, Kamerhe avait dit qu'il n'était ni preneur au niveau de la primature, moins encore au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale? Non, il avait dit qu'il n'est pas candidat. Ok. Mais je vous ai dit ici qu'il était déjà le choix du président de la République. Et le président lui avait dit. Il ne pouvait pas refuser cette option, ce choix porté sur lui par les garants de la nation pour, n'est-ce pas, briguer à ces postes-là. Il a accepté, mais nous avons vu ce qui s'est passé après. En fait, ce qui s'est passé après, notamment dans le chef de ses pairs candidats au même poste, il voulait faire monter les enchères. C'est ça la vérité. Il voulait faire monter les enchères et faire chanter les présidents de la République parce qu'ils se sont dit, vous donnez à Kamerhe le poste de président de l'Assemblée nationale et nous alors. Il pensait que le président allait se comporter de manière dictatoriale pour imposer définitivement son choix, mais eux-mêmes, ils ont proposé d'aller aux primaires pour essayer, dans un jeu de passe-passe, dérouter le choix du président de la République. Mais Dieu est grand, aujourd'hui le président Kamerhe est régaillardi, il est notre candidat à ces postes. Il est candidat unique, mais beaucoup diront ou disent qu'il se comporte déjà comme président de l'Assemblée nationale, qu'on le voit déjà mais il est dans la délégation du président de la République. Attendez, M. Josué. Okay. Il est candidat unique de la majorité
parlementaires, donc de l'Union sacrée, au poste de président de l'Assemblée nationale. Très bien. Nous avons plus de 450 députés nationaux au niveau de l'Union sacrée. Vous pensez qu'une telle candidature, c'est fantaisiste, qu'un tel monsieur ne serait pas demain élu brillamment président de l'Assemblée nationale? Donc c'est pratiquement une chose qui est faite. Vous avez parlé de sa présence. C'est garanti. C'est garanti. En politique, rien n'est garanti. Mais au niveau de la théorie, c'est quelque chose déjà qui est fait. Maintenant, nous allons aller à ces élections-là pour conforter sa position officiellement comme président de l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de la délégation. Exactement, c'est ça la question. Même le président... Le président Caméré est d'abord député national. Ok. D'accord? Dans la délégation du président de la République, vous devez aussi comprendre que le président a la latitude d'amener qui il veut pour composer sa délégation. Le président Caméré étant d'abord député national et probablement le président de l'Assemblée nationale, il était tout à fait normal que lors des discussions qui concerneraient les questions parlementaires entre la France et la RDC, que nous ayons déjà une introduction officielle d'un président probable de l'Assemblée. Et je ne vois pas où est-ce que les problèmes... Pourquoi il n'a pas attendu les comptes rendus de Mbosso, qui est président actuel du bureau d'âge? Pourquoi Mbosso n'est pas parti? Le président du bureau d'âge a des prérogatives restreintes. Il n'a pas le pouvoir d'aller représenter les députés devant les tierces, surtout pas à l'international. Il ne revenait pas au président Mbosso de prendre part à cette mission parce que ses prérogatives sont restreintes et par la Constitution et par les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Il n'avait pas la compétence pour être dans ces délégations-là. Avant d'échanger de chapitre, ou disons avant d'évoluer, pour vous, à l'heure actuelle, tout revirement de la situation ne passera pas. Quel genre de revirement de situation? Que Caméré ne s'est... Ça serait de la haute trahison. Ok. Ça serait de la haute trahison d'abord à l'endroit de l'autorité suprême de l'Union sacrée. Puisqu'on a vu Willy Chiki qui a menacé de postuler. Je l'ai suivi, il a changé de position. Oui, exactement. Il a changé de position. Il y a aussi des informations venant des sources sûres qui attestent que Mbosso se présenterait comme indépendant. C'est ce que je vous dis. S'il y a un entêtement dans cette direction-là, ça serait une haute trahison. D'abord, à l'endroit de l'autorité de référence de l'Union sacrée de la nation, qui est le chef de l'État. De deux, ça sera une rébellion au sein de l'Union sacrée. Vous savez, ces primaires nous ont d'abord fait perdre du temps. Il faut qu'on le dise. C'était une élection. Les moyens qu'on a déployés, qu'on a mobilisés pour organiser ces primaires, on pouvait organiser l'élection du bureau définitif le même jour. Donc, parce qu'il y a une certaine gloutonnerie, passez-moi l'expression, il y a une certaine, je ne sais pas, cette envie démesurée, ces ambitions dont on ne dispose pas les compétences pour aller à tout prix briguer un poste qui, politiquement, n'est pas du tout convenable à votre poids politique. Parlons aujourd'hui, le président Mbosso a combien de députés nationaux pour être président de l'Assemblée nationale? Il est avant tout membre du présidium de l'Union sacrée. On parle ici de poids politique. Il peut se voir encore président de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes plus dans un contexte où on a reconfiguré la majorité. Nous sommes dans un contexte post-électoral. Et chaque regroupement politique a un certain poids politique. Le président Mbosso a quel poids politique? À combien de députés nationaux? Nous en avons 40. Nous, au niveau de AUNC. Je crois lui il a à peine 5 ou 6. Vous pensez vraiment qu'en termes de légitimité, en termes de choix politique, on pouvait arriver à une telle situation où un menu fretin au niveau du président de l'Union sacrée, parce que c'est lui qui est vraiment le menu fretin au niveau du président de l'Union sacrée, puisse avoir la charge de diriger la deuxième institution de la République? Ça aurait été injuste sur tous les plans. Et ces comportements, je crois que le président devrait à tout prix les décourager. Parce que nous sommes ici en train de parler de l'installation des différentes institutions. Nous sommes en retard, entre autres, parce qu'il y a un gaillard qui voulait se saper des responsabilités qui ne lui revenaient pas.
Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et je crois qu'il faudrait maintenant rentrer dans une trajectoire où la discipline doit régner au sein de l'Union sacrée. Il est vrai que notre autorité de référence n'est pas quelqu'un souvent qui donne des mots d'ordre. Il laisse la démocratie respirer comme on l'en a expérimenté lors des primaires récents ici. Mais on doit aussi arriver à respecter le choix qu'il donne pour la bonne marche, pour la bonne gouvernance de notre famille politique. Alors, et en ça, le président Mbosso était rebelle. Alors, maintenant que ça bloque, puisque ça bloque, il y a eu un premier calendrier qui a été retiré sous prétexte que ceux qui vont déposer les candidatures et élire étaient partis ailleurs, notamment lui-même le président Kamere qui n'était pas au pays. Maintenant que ça bloque, est-ce le problème de Mbosso ou le problème de ceux qui doivent élire ou postuler qui n'étaient pas sur place? Il faut pas passer par les dos de la cuillère. Les problèmes ici, c'est le président Mbosso. C'est lui le problème. Je vais vous faire la démonstration rapidement. Okay. Les calendriers avaient été publiés le 26 avril 2024. Les communiqués relatifs au calendrier du bureau définitif. Le 6e visa de ces communiqués, il dit, vu le procès verbal numéro 008 du 17 avril 2024, portant la répartition des postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale en application de l'article 26 alinéa 5 du règlement intérieur. Et que disait ce procès verbal? Ce procès verbal avait établi les responsabilités politiques au sein d'abord de la majorité, mais aussi au sein de l'opposition. Et je vous fais une confidence ici. À AUN, selon notre regroupement, nous étions désignés, vu notre force politique, vu notre poids politique, nous étions désignés président, candidat président du bureau définitif. L'UDPS, premier vice-président. AFDCA, deuxième vice-président. AB, le poste de rapporteur. Rapporteur adjoint, l'opposition avec Ensemble. Questeur, AAAP, avec l'autorité Tony Kankushiku. Et questeur adjoint, le MLC. C'est ça la répartition faite depuis le 17 avril 2024. Rendu aussi public. Rendu public parce que tous les députés étaient présents lors de cette session. Le procès verbal existait. Ok. Et 3 jours après, soit le 29 avril 2024, à la veille des dépôts de candidature, on nous sort un communiqué pour nous dire non, non, on va reporter pour une date ultérieure, sans pour autant préciser quand, les dépôts de candidature, avec une incidence majeure sur l'installation du bureau définitif. Et la raison, on nous dit, la plupart des députés sont en province pour aller participer aux élections des sénateurs et des gouverneurs. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens parce que ces députés-là, ils sont, je crois, aujourd'hui à 477. Est-ce que près de 3 quarts étaient partis? Non. Est-ce que tous les 477 étaient concernés par les dépôts des candidatures? Est-ce que, parce qu'on a à peine que je crois 7 postes. Maintenant, comment on peut arriver à cautionner cela? Et face à la pression, je crois récemment, les 7 mai, il nous sort encore un communiqué pour dire opposition, majorité, apprêtez-vous, finissez les discussions pour présenter les candidatures. Mais c'est la folie. Nous ne sommes pas encore dans l'étape où le président Mbosso va se prendre comme celui qui dirige l'Union sacrée. Bon, il est membre du président de l'Union sacrée. Il prend part aux discussions de la majorité. N'était-il pas au courant que déjà, au niveau de la majorité, au niveau de l'Union sacrée, un ticket avait été dégagé qui ne lui concernait pas parce qu'il ne fait pas partie, vu son poids politique. Et l'opposition, depuis le 20 avril, l'honorable Mwando Christian, déjà avait été désigné, je crois, porte-parole, et puis ils sont organisés pour dégager les candidats rapporteurs adjoints. Voilà. Donc,
C'est un faux fouillant. Lui, il n'a pas les droits, il n'a pas la qualité de dire aux gens, opposition, majorité, organisez-vous et puis envoyez-moi des noms. Non, ce n'est pas de sa compétence. Donc, tout ça, ce sont des faux fouillants. Ce sont des faux fouillants. Et lui, il en est le responsable premier de la situation de nonchalance, de la situation des souffrances, de la situation d'inactivité de la République, parce que lui, il veut encore se représenter. C'est ça la vérité. Il veut encore se représenter. Il veut se représenter. Bon, si et il est en train de s'organiser avec certaines personnes que je ne citerai pas de l'entourage du président de la République pour faire croire qu'il peut aller comme candidat indépendant. C'est très grave. Ça sera de la rébellion. Et je crois que le président de la République... Pourquoi Kamere aura encore peur des Mbosso? Ce n'est pas une question d'avoir peur, c'est une question de respect des principes. Nous ne sommes pas partis aux primaires pour aller encore compétir face aux gens qu'on a battus. Les primaires sont faites pour quoi finalement? Les primaires sont faites pour arriver, n'est-ce pas, à dégager une personne qui va sortir du lot. Et c'est ce qu'on a fait. Les moyens qu'on a mis en place, les temps qu'on a mis en place, l'organisation, parce que le président Kamere s'est organisé vraiment pour gagner. Et on va encore refaire ça parce qu'il y a un caprice d'un vieillard qui ne veut pas partir. Non. Alors, on comprend qu'il est en train d'organiser un coup bas contre votre autorité. Non, il est en train d'organiser un coup bas contre la République et plus loin contre le président de la République. Alors, soyons sincères. Clair. Imaginez que pendant cette période, il se mettait à appliquer les calendriers tels qu'il l'a publiés. Mais M. Kamere lui-même ne serait pas présent lors de cette plénière puisqu'il était à l'étranger. Les dépôts de candidature étaient prévus, je crois, le mardi et le jeudi. Le président Kamere était parti les dimanches. Quelqu'un qui est à Paris ne peut pas rentrer les mardis. Il pouvait rentrer le mardi puis déposer le jeudi. Donc le problème, ce n'est pas le président Kamere. Et puis les communiqués qui a reporté les dépôts n'avaient pas fait mention à l'absence du président Kamere. Les communiqués a plutôt dit les députés qui sont allés en province pour les élections prétendument des sénateurs et des gouverneurs. Donc nous n'étions pas concernés par ça. Bon, lui aussi, il se base sur le fait que quand il dit qu'il n'a pas des ambitions présidentiables, et que M. Kamere a ses ambitions, là, quelque part, c'est ce qui vous bloquerez, vous aussi. C'est normal. À son âge, il peut avoir quelle ambition? Il a quel passé pour avoir quelle ambition? Il a été miraculeusement président de l'Assemblée nationale. Attention, nous connaissons, c'est un patriarche. Nous connaissons patriarche avec quel actif? Mbosso a quoi? Mbosso a fait quoi pour la République? La République lui a tout donné. Qu'est-ce que lui a fait pour la République? Il n'a aucune ambition, c'est normal. Il n'a aucune compétence. Il ne peut pas avoir d'ambition. Ni pour les Congo, ni pour lui-même. Ne rentrons pas dans ça. Le président Mbosso n'a aucune leçon à nous faire par rapport à la loyauté envers le président de la République. Il n'a aucune leçon à nous faire. Nous, le président Kamere, était avec le président Tshisekedi depuis 2018. Quand tout le monde, dont notamment le président Mbosso, battait campagne pour Chadari. Le président Kamere était là. La loyauté se mesure en politique, elle se mesure pendant deux événements. Le premier événement, c'est face aux intérêts. Le deuxième événement, c'est face aux épreuves. Et face aux épreuves, le président Kamere est resté droit dans ses bottes. Il a déclaré sa loyauté envers le président de la République dans les circonstances les plus sombres. Et de sa vie politique, de sa carrière politique, mais aussi de sa vie comme mari, comme époux, comme père. Il a été retourner à l'opposition. Ce n'est pas ça le problème. Il est l'allié le plus loyal du président de la République face aux épreuves. Et face aux intérêts, il n'a pas d'adversaire. Il n'a pas quelqu'un qui peut se mesurer à lui. Il a décidé de mettre en poche ou de mettre dans les frigos ses intérêts politiques en 2018 pour soutenir le président Tshisekedi. Vous vous souvenez bien de l'histoire de Genève. Et il a battu campagne pour lui.
Pareil pour 2018, quand personne ne pouvait aller en campagne. Tous ici à Kinshasa, le président Kamere a commencé, il est allé dans le Bandundu et puis il a fait tout l'Est. Face à un tel monsieur qui est resté droit et devant les épreuves et devant les intérêts, vous voulez comparer sa loyauté avec quelqu'un qui est venu parce qu'on l'a, c'est pas moi, fait miroiter quelque chose, et qui est venu, n'est-ce pas, en trahissant d'où il était. Arrêtez avec des comparaisons pareilles. Et des comparaisons pareilles, ça énerve la vérité. Ça énerve la mémoire collective d'une nation. Il faut respecter ces messieurs. Il doit être un modèle pour des politiques qui veulent agir en toute loyauté, en toute vérité envers quelqu'un. Le président Kamere a été respectueux et de l'homme et du président de la République, mais surtout des accords signés en politique. Il n'a pas de modèle et puis Mbosso n'a aucune leçon à nous donner par rapport à ça. Très bien, nous devons chuter. 2028, nous pouvons anticiper. Est-il vrai que le président Kamere a des ambitions présidentielles? Nous sommes en 2024. Nous avons un mandat de 5 ans à faire. Nous pouvons anticiper. Nous sommes, non. Nous pouvons anticiper. Non, nous sommes en 2024. Nous avons un mandat de 5 ans à faire avec le président Tshisekedi. Laissez le président Kamere lui servir pendant 5 ans de la manière qu'il sait le faire, avec loyauté, avec vérité, avec son intelligence au profit de la nation. Et puis, on verra. Nous sommes pas encore dans ces débats-là. L'énergie que le président Kamere va déployer, c'est pour arriver à améliorer les conditions socio-économiques des Congolais au cours de ces 5 ans. Est-ce que ça vous arrive dans vos réunions de discuter aussi de l'accord de Nairobi? Pourquoi en ce moment? Il n'y a aucune opportunité d'en parler en ce moment. Puisque vous dites que vous êtes aussi respectueux des accords que vous signez, pendant qu'il y avait un accord. Mais l'accord le plus important, l'accord le plus important que le président Kamere ait accepté, d'abord un de signer et de respecter, c'est celui qui a porté le président Kamere, le président Tshisekedi comme président de la République. Et il l'a accepté, il l'a signé et puis il le respecte. Pour vous, en ce moment, c'est un chiffon qu'il faut... Pour nous, en ce moment, toutes les énergies doivent être mobilisées et déployées pour servir les Congolais. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais avoir votre point de vue, puisque bientôt, ça sera le 30 juin, votre point de vue par rapport à l'indépendance, mais économique, de la RDC. Sommes-nous économiquement indépendants, je dirais, 64 ans après? La question mérite d'être posée et je crois que d'abord, en tant que scientifique, je dirais non. Je suis économiste moi-même. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, notre économie, elle est totalement extravertie. Donc, nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Donc, déjà, au niveau de l'indépendance économique, il est très difficile d'arriver à conclure autrement. Et puis, deuxièmement, notre économie vit toujours et malheureusement des différents appuis, aides internationaux. C'est bien, mais ces appuis et aides internationaux arrivent avec des restrictions précises qui, dans la plupart des cas, ne rencontrent pas les besoins sociaux de nos différentes populations. Parce que, vous vous rappellerez, le Congo, nous avons quand même une capacité d'absorption très faible. Et dans un environnement où la corruption, elle est pratiquement généralisée, il est très difficile d'injecter autant d'argent pour arriver à avoir réellement des actions à impact visible. Donc, on peut arriver un jour à renverser la situation, mais pour l'instant, il est difficile de pouvoir parler de l'indépendance économique. Mais il faut fournir des efforts quand même pour y arriver. Très bien. Très bien, monsieur le rapporteur des AAUNC. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et nous pensons que cette émission, ceux qui vont le suivre, seront édifiés. Merci beaucoup et merci à l'ensemble de vos téléspectateurs pour leur attention. Merci. Madame, Messieurs, c'était aussi un réel plaisir de présenter pour vous cette émission. C'en est fini
pour tête-à-tête de ce jour, mais je vous fixe rendez-vous le 30 juin autour de l'indépendance économique de la RDC, qui est le thème qui sera exploité lors de la 2e édition de Congo d'aujourd'hui et de demain avec CPG RDC. Merci.